Je vais faire le share l'écran. Voilà, donc, je suis en train de rechercher des cours. Là, je crois que c'est là. Ah, voilà, le diagramme de séquence. Le diagramme d'activité d'abord. Diagramme de use case. C'est le diagramme de use case. Bon, je vais copier ici. Cours numéro 5. Bon, je vais le mettre ici en attendant. Diagramme de use case. Bon. Donc, la taille, c'est combien là? Arrête de ici. Ah. Donc, je reviens à WebEx. Et là, donc je reviens ici. Ah, plutôt, donc je vais faire record. Bon, mais est-ce que record on my computer? Donc c'est OK. Voilà, donc rebonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer sur la même lancée des cours. On a déjà fait quatre cours jusqu'à maintenant et nous voici arrivés au cinquième cours. Donc, je vous rappelle les cours qu'on a déjà vus. C'était l'introduction au génie logiciel. Ensuite, nous avons défini les critères de qualité d'un logiciel. En troisième chapitre, nous avons vu le cycle de vie d'un logiciel. Donc, ce sont les les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour créer un logiciel, donc depuis sa réflexion jusqu'à sa mise en œuvre et son déploiement. Ensuite, parmi ce cycle de vie, nous avons vu différentes démarches pour appliquer ce cycle de vie. C'est ce qu'on appelle les modèles de cycle de vie. Donc, nous avons vu plusieurs modèles. En l'occurrence, le modèle le plus simple, c'était celui de la modèle cascade. Ensuite, nous avons vu le modèle V, en V, le modèle incrémental, le modèle en spirale, etc. Donc, différents modèles ont été vus à travers ce chapitre-là, qui était le dernier chapitre qu'on a vu la semaine passée. Aujourd'hui, on va faire un nouveau cours relatif au langage de modélisation UML. Donc, UML, c'est Unified Modeling Language. C'est un langage de modélisation unifié. Pourquoi unifié? Parce que il y a eu plusieurs réflexions de langage de modélisation. Et chaque réflexion a abouti vers la création d'un langage propre. Et à travers quelques années, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de langages de modélisation ont été créés et qu'ils ont une même finalité, c'est-à-dire c'est d'offrir les outils qu'il faut pour pouvoir modéliser un système ou bien un logiciel. Et
c'est-à-dire que le but était le même, mais le contenu était différent. La manière de modéliser était différente d'un langage à un autre. Donc, la spécification technique de chaque langage était différente de l'autre langage et ainsi de suite. Donc, après quelques années, on s'est rendu compte que pourquoi faire autant de langages s'ils ont le même but? C'est de permettre d'offrir les outils qu'il faut, nécessaires, pour pouvoir modéliser n'importe quel système. Alors, d'où la réflexion d'unifier tous ces langages et de cette réflexion d'unifier les langages est né UML. UML est un langage de modélisation unifié. Il a pu unifier l'ensemble des langages qui se trouvaient sur le terrain bon, à cette époque. Et puis là, à travers une réflexion globale, on s'est dit, on va faire ressortir de tous ces langages qui sont différents en termes de formalisme, mais qui ont une même finalité. On va faire ressortir un seul langage unifié, d'où est né le langage UML. Donc, c'est pour cette raison, c'est la raison pour laquelle on dit Unified Modeling Language. Donc, à travers ce cours, nous allons voir les points suivants. On va voir les objectifs de la modélisation. On modélise pour quel objectif? C'est-à-dire pourquoi modéliser? C'est quoi un modèle? Les langages de modélisation qu'on peut trouver, les types de langages de modélisation. Ensuite, tout de suite après, on passera directement vers la description d'un des langages de modélisation qui est UML. On va un petit peu étaler de façon très succincte son historique. On va décrire le langage UML, qu'est-ce qu'il permet de modéliser. Donc, quels sont les aspects qu'il prend en charge en termes de modélisation. Et on va décrire une petite taxonomie des diagrammes pour voir quels sont les diagrammes qu'on verra à travers ce module de GL. Donc, finalement, puisque dans ce chapitre, on parle du UML, UML, c'est un langage qui me permet de modéliser un système. En l'occurrence, un logiciel, parce qu'un logiciel, c'est un système aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit dès le début qu'il ne faut pas confondre GL en tant que module de génie logiciel et UML. UML, ce n'est pas GL. UML, c'est un langage que je peux utiliser pour modéliser un système. Dans le cadre de la création d'un système, selon les descriptions de GL. Là, je suis dans le module de génie logiciel. Le but de ce module, c'est de créer un logiciel de façon intelligente en suivant certaines étapes qu'il est recommandé de suivre. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie. Et pour modéliser ce logiciel, j'utilise un langage. En l'occurrence, je peux utiliser le langage UML. Donc, ne confondez pas quand on vous dit GL, GL, ce n'est pas UML. Et vice-versa. UML, ce n'est pas GL. UML, c'est juste un langage que je peux employer pour modéliser mon système, ou bien mon logiciel. Essayons de voir un petit peu pourquoi on modélise, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre à travers une modélisation. Eh bien, si je modélise, c'est parce que j'essaie de mettre en place quelque chose qui, en travaillant en communauté avec d'autres personnes, ces personnes pourront comprendre ce que j'ai pu modéliser. Donc, finalement, la modélisation, elle me permet de communiquer avec d'autres personnes qui sont dans le même contexte que moi. Par exemple, si je suis entre une communauté d'informaticiens, donc, une modélisation, elle permet de faire communiquer les différents partenaires de l'informatique, tels que les analystes, les concepteurs, développeurs et mainteneurs. Donc, ceux-là, ils peuvent très bien communiquer à travers une modélisation. Parce qu'à travers cette modélisation comprise par tout le monde, donc on aura une bonne compréhension des concepts. Donc, une bonne compréhension de ce qu'on voudrait modéliser. Donc, c'est cette bonne compréhension aussi
elle est favorable entre utilisateur et informaticien. Supposons l'utilisateur, c'est le client. Et l'informaticien, c'est l'éditeur du logiciel. C'est celui-là qui va développer le logiciel. Donc, si les deux communiquent à travers un modèle, donc une modélisation, par exemple, cette modélisation se trouve dans le cahier de charge, supposons, dans la spécification des besoins. Donc, les deux, ils peuvent très bien communiquer parce que le modèle permet de faire ressortir tout ce que veut instaurer concrètement le client comme traitement et l'informaticien peut faire comprendre aussi le client si vous voulez, chaque aspect de modèle, ce qu'il devra faire. Donc, la modélisation, finalement, c'est un moyen de communication entre communautés, qu'elles soient spécialisées dans le domaine de développement ou bien qu'elles soient un peu hétérogènes dans le sens où il y a besoin de communiquer, par exemple, entre un utilisateur et un informaticien. Ce sont deux communautés qui sont différentes, hétérogènes, mais la communication à travers la modélisation, elle est tout à fait fluide et concevable. Aussi, la modélisation, elle a un autre but, un autre objectif, c'est de contrôler. Parce que si je modélise un système, donc cette modélisation me permet d'offrir les moyens les plus rigoureux pour contrôler la faisabilité de ce système. Donc parce que le modèle, c'est une description rigoureuse, donc qui n'est pas fragile. C'est-à-dire que là, une modélisation qui est bien bâtie sur une sémantique, donc, je ne peux pas mettre dans le modèle n'importe quoi. Donc, je dois mettre des choses qui sont sensées, qui, euh, qui répondent à une certaine sémantique et tout ça. Donc, d'où la facilité de contrôler par la suite les différents modèles établis. Et si j'arrive à contrôler les différents modèles, ça veut dire que je suis en train de contribuer à l'aboutissement d'un logiciel qui soit de qualité. Donc, je peux contrôler à travers ces modèles-là plusieurs aspects de qualité. Par exemple, le modèle prend en charge tous les traitements que je voudrais le faire introduire dans le logiciel. Par exemple, c'est l'exhaustivité. Il fait le tour de tous les aspects. Par exemple, tous les traitements. Il y a de la cohérence, il n'y a pas de contradiction. Donc, ces aspects-là, donc, c'est des aspects de qualité. Donc, à travers une description ou bien une modélisation rigoureuse, j'arrive à contrôler ces modèles en vue de maintenir euh, donc leur qualité. Donc, la qualité de ces modèles. Donc, et si ces modèles sont de qualité, ça veut dire que c'est une garantie que mon logiciel aussi sera de qualité au bout du compte. Madame, c'est quoi exhaustivité? Exhaustivité, ça veut dire si, par exemple, dans mon logiciel ou bien dans mon système, je dois, par exemple, couvrir 5 traitements ou bien 5 fonctions, ça veut dire mes modèles couvrent les 5 fonctions. Donc, elles sont exhaustives. Je n'ai pas laissé un truc à part. Donc, elles permettent de couvrir tout ce que je dois introduire. Donc, exhaustivité, c'est la couverture totale de tout ce que je dois introduire. Donc, il n'y a pas un aspect qui a été délaissé. Donc, c'est exhaustif. Donc, c'est vraiment rigoureux. Est-ce que tu as compris? Un peu. Exhaustivité, regarde, déjà, ce mot exhaustivité, ça veut dire c'est la totalité des traitements que je dois introduire dans mes modèles. Donc, par exemple, si je établis un modèle, par exemple, un modèle, pour ce modèle que je vais utiliser pour réaliser mon logiciel, d'accord? Donc, je vais utiliser ce modèle pour réaliser mon logiciel. Sachant que mon logiciel doit contenir 5 ou 6 traitements ou bien 6 fonctions globales, par exemple 6 fonctions. Donc, mon modèle devient exhaustif à partir du moment où il couvre les 5 ou 6 fonctions que je dois introduire. Il ne doit pas, si tu veux, il doit décrire méticuleusement toutes les fonctions que je dois faire introduire dans le logiciel. Il ne doit pas délaisser une fonction à part. Donc, il devient exhaustif. Je ne sais pas si tu m'as compris.
Oui, maintenant, merci. Merci, madame. Maintenant, ici, on a vu l'objectif de la modélisation. Donc, on avait dit que ça permettait de faciliter la communication parce que on se base sur de la modélisation. Modélisation, c'est très simple. C'est mieux de se baser sur des modèles pour bien communiquer. Parce que les modèles, ils ont une certaine sémantique, il y a une description rigoureuse, etc. Donc, il n'y a pas de fausse interprétation. Par exemple, si on communique à travers le langage naturel entre communautés, le langage naturel, il y a beaucoup de confusion parce que si vous parlez avec d'autres personnes avec les mots, eux, le mot que vous comprenez d'une certaine façon, l'autre personne ne le comprend pas de la même façon. Donc, il y a des interprétations différentes des mots. Le langage naturel permet de communiquer, mais pas, il ne garantit pas une communication claire et bonne entre acteurs, parce qu'il y a des interprétations de chaque mot de ce langage. Par contre, si je me base sur le modèle, la modélisation, je sais que la modélisation, elle a été construite de façon rigoureuse en suivant une certaine sémantique. Donc, si j'établis un modèle particulier, il signifie ça et pas autre chose. Ça veut dire que la modélisation permet de faire communiquer les communautés qui soient homogènes ou bien hétérogènes et de garantir cette bonne communication et la bonne communication et la bonne compréhension. Parce que l'interprétation des différents aspects du modèle, elle n'est pas en fonction de la personne, elle est figée en termes de sémantique. Donc, un modèle, il permet de faire signifier un truc qui est un seul. Donc, on comprend tous la même chose. Et faciliter le contrôle, parce que si le modèle a été bâti sur quelque chose de rigoureux, on peut très bien contrôler, et contrôler, ça veut dire permettre d'aboutir ou bien réaliser tous les aspects de qualité de ce qu'on voudrait réaliser dans le modèle. Maintenant, passons maintenant à la définition d'un modèle. Donc, un modèle, c'est quoi en général? Un modèle, c'est une représentation abstraite du monde réel. Donc, une représentation des éléments, bien des entités, euh, une représentation abstraite et simple, simplifiée, des éléments du monde réel. C'est ça le modèle. Euh, donc ce modèle, si je représente de façon abstraite et simplifiée les éléments du monde réel, donc c'est pour mieux comprendre le système à développer. Donc, par exemple, je veux réaliser la gestion du personnel. Donc, je vais représenter cette gestion à travers une représentation par modèle. Et une fois représenté, je sais que ce que je vais développer sera beaucoup plus simple parce que j'arrive mieux à comprendre quels sont les aspects à prendre en charge dans ce développement. Euh, et ce modèle, par la suite, on doit le représenter. Donc, doit représenter ce modèle. Maintenant, plusieurs solutions s'offrent à nous pour pouvoir représenter un modèle. Donc, je peux utiliser une représentation graphique, une représentation physique mathématique, ou bien une représentation verbale. Par exemple, une représentation graphique, voilà, donc par exemple, je fais le dessin, par exemple, de profil d'une personne, ou bien je trace à travers un logiciel une maquette d'une maison, le plan d'une maison. Par exemple, une représentation physique, par exemple, je construis un robot avec des éléments physiques, donc je suis en train de modeler un robot, par exemple, ou bien mathématique, donc je représente mon modèle sous forme d'une équation mathématique telle que vous voyez ici, l'équation de l'identité d'Euler. Donc, c'est une représentation mathématique. Et donc, pour moi, ça, c'est un modèle. Parce que cette représentation me permet de développer autre chose, d'autres systèmes. Une représentation, je peux utiliser une représentation verbale. Ça veut dire que je vais utiliser du son. Donc, je vais utiliser du son pour représenter, par exemple, un modèle. Je ne sais pas, on peut trouver, je ne sais pas. Par exemple, en tant que dans une école, par exemple, quand la cloche sonne, donc c'est une représentation verbale.
quand la cloche sonne, ce modèle de cloche qui sonne, donc ça avertit les élèves qui doivent sortir en récréation. Donc la représentation verbale de la cloche donc, me permet de faire véhiculer une information qu'il est temps, par exemple, pour les élèves de sortir à la cour. Exemple. Euh, par exemple, lorsque j'ouvre mon laptop, je vais démarrer Windows et lorsque le démarrage s'effectue avec succès, donc vous voyez bien qu'il y a un son de bienvenue de Windows que vous entendez. Ça vous avertit que le système a bien démarré. On peut trouver plusieurs exemples pour décrire une représentation d'un modèle à travers le mécanisme verbal. Alors, il y a plusieurs. Donc, ici, on a décrit le modèle, comment on peut le représenter. Maintenant, il a existé plusieurs langages, il existe plusieurs langages de modélisation. Donc, les langages de modélisation, un langage de modélisation est en généralement composé de trois aspects. Il prend en charge trois aspects. Donc, un langage, il est décrit par une sémantique, donc il décrit la sémantique des concepts. Par exemple, si vous prenez le langage de programmation C, pour le langage de programmation C, ou bien par exemple le langage de programmation Java, la sémantique des concepts, quelle est la sémantique du concept objet? Quelle est la sémantique du type INT? Quel est le concept, quelle est la sémantique du type énumération? Exemple, ça c'est un langage de programmation. C'est un langage de modélisation, un langage de programmation. Donc ici, il décrit la sémantique des concepts. Et ensuite, cette sémantique, il nous offre aussi comme un mécanisme de notation, c'est-à-dire il nous donne comment on doit noter, comment on doit écrire, comment on doit représenter les concepts. Ensuite, il nous donne des règles d'utilisation et de construction des concepts. Exemple, supposons le concept stop, la sémantique du concept stop. Comment représenter cette sémantique? Donc, on utilise ou bien le panneau stop ou bien un autre panneau là où il y a une main levée. Donc, si on rencontre si vous voulez, ces deux symboles, on sait que ça, c'est la représentation du concept stop. Maintenant, quelle est l'utilisation de ces deux panneaux? Donc, si on rencontre ces deux panneaux, ça veut dire qu'il faut faire un arrêt obligatoire. Ça veut dire, à la rencontre de ce panneau, qui veut dire stop, on doit s'arrêter obligatoirement. D'autres exemples de langage de modélisation, on sait très bien qu'il a existé, et qu'il existe toujours d'ailleurs, le langage des surmuets. Donc ce langage, on l'utilise. Le langage des signes, madame. Comment? Le langage des signes. Le langage des signes, donc utilisé pour les surmuets. Voilà, donc pour parler, donc ils utilisent justement la main avec différentes formes de la main pour faire véhiculer l'alphabet et une fois l'alphabet composé l'une après l'autre, ça va constituer des mots et les mots, ils ont une interprétation, une compréhension que les surmuets comprennent très très bien. Donc, les surmuets, ils n'ont pas besoin de parler ni d'entendre pour pouvoir communiquer. Ils utilisent le langage des signes, que vous voyez ici, pour communiquer. Nous avons aussi le langage utilisé par les conducteurs de la route, donc les panneaux de signalisation. Donc, ces panneaux de signalisation, ils ont une certaine sémantique et à la rencontre d'un panneau particulier, le conducteur du véhicule doit appliquer rigoureusement la règle décrite par le panneau. S'il y a un stop, il doit s'arrêter. S'il y a, je ne sais pas, s'il y a une déviation, interdit de tourner, interdit, etc. Donc, différentes significations des panneaux de signalisation.
Alors, il existe plusieurs types de langages de modélisation. Des langages de modélisation, vous voyez bien déjà à la rencontre de ça, on sait très bien que, parce que s'il y a différentes représentations des langages de modélisation, par exemple, des représentations qui peuvent être graphiques, d'autres mathématiques, d'autres physiques, d'autres verbales, etc., ça veut dire que chaque langage de modélisation, il peut se baser sur un des représentations que vous voyez ici. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de langage de modélisation. Donc, les types Madame, pardon. Oui, On peut avoir un langage de modélisation qui se base sur des graphes, c'est-à-dire il se base sur les trois représentations. exemple. C'est-à-dire graphique, physique, mathématique et verbal. C'est-à-dire on utilise toutes les représentations. Euh, oui, c'est-à-dire qu'en termes de construction, il n'y a rien qui vous interdit d'utiliser dans un graphe, dans un langage de modélisation, la combinaison des quatre. Il n'y a rien qui vous interdit ça. Par exemple, si je prends, moi je ne connais pas personnellement un langage de modélisation qui prend en charge les quatre ensemble. Mais je sais que le langage UML, c'est un langage un petit peu basé sur la logique mathématique et sur le côté graphique. Parce que vous représentez les graphes, mais pas de n'importe comment, en suivant une certaine logique mathématique. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il n'est pas, UML n'est pas à 100% graphique. Il est semi-graphique. Parce qu'il y a une partie que vous présentez graphiquement, dans cette représentation graphique, est véhiculée une certaine sémantique mathématique. Donc, c'est une certaine logique. Vous ne construisez Madame, pas les graphes n'importe comment. Vous suivez une certaine logique. Oui, madame, oui, madame, comme par exemple, on fait un logiciel qui représente l'expliquer la géométrie dans l'espace. فيها المات وفيها les graphes وفيها des trucs physiques زعما كيما les cubes كيما oui. les sphères وتهدر verbal. Oui, mais écoute, ça, c'est un logiciel. C'est pas un langage. Non, oui, je veux dire une représentation, un Oui, modèle. en termes, oui, 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 tu peux représenter un modèle en composant les différents aspects. Tu peux. Mais c'est-à-dire Oui, que là, ces aspects-là ne constituent pas le langage. Parce que le langage, avec les modèles, ils deviennent des outils pour les autres personnes qui veulent encore développer autre chose. oui, فهمتك madame. Par exemple, je vais vous donner juste OpenOffice. Bon, c'est pas ça, voilà. Voilà, par exemple, ici, vous voyez ici là une barre d'outils dessin. Une barre d'outils dessin. Cette barre d'outils dessin, c'est un modèle graphique. Pourquoi? Parce que à travers ce modèle, je peux utiliser plusieurs, si vous voulez, plusieurs éléments de ce modèle pour composer mon propre, pour développer mon propre système. Donc, je peux utiliser le carré, le smiley, je peux utiliser la sphère, etc. Donc, ça me permet de composer mon système en utilisant des outils. Des outils qui sont, c'est un modèle graphique, mais un modèle de dessin. Donc, je peux composer mon système comme je veux. C'est la même chose ici. Par exemple, ici, vous avez un logiciel qui vous permet, qui vous offre des outils, qui vous permet de construire le squelette ou bien l'architecture d'une maison. Donc, c'est un modèle graphique. Bon. Donc, nous avons dit que le langage, parce que là, pour aboutir à un modèle, il faut que j'utilise un langage pour représenter ce modèle. Alors, le langage, il m'offre une certaine logique, la sémantique des concepts que je veux représenter. Par exemple, ici,
la sémantique pour représenter le toit d'une maison. Je ne peux pas représenter le toit d'une maison si je n'ai pas encore représenté les différents les murs de la maison. Parce que je ne peux pas mettre le toit sans les murs, dans les différents murs de la maison. Par exemple, cette sémantique, elle m'oblige à suivre cette règle. Donc, le toit, donc la sémantique construire toit, se fait après avoir construit les différents murs de la maison. Exemple. Donc, la sémantique du toit, donc le toit, la notation, le mode, comme vous le voyez ici, donc c'est une représentation graphique, voilà comment on le note. Voilà. Maintenant, la règle d'utilisation bien de construction, donc qui vous oblige de construire d'abord les murs de la maison avant de mettre sur ces murs le toit de la maison. Exemple. Donc, le langage, il me permet de construire le modèle. Donc, il me permet de construire le modèle. Est-ce que c'est graphique, c'est mathématique, est-ce que c'est physique, etc. Tout dépend du langage de modélisation que j'utilise. Donc, et parmi les langages de modélisation, il existe deux grands types, ou bien deux catégories majeures. Ce qu'on appelle les langages formels et les langages semi-formels. C'est-à-dire, on est en train de parler des langages de modélisation dans le contexte mathématique et informatique. C'est-à-dire, dans d'autres contextes, par exemple architecte, je ne sais pas, d'autres domaines, il existe d'autres types de langages de modélisation. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, si je parle de système d'exploitation, etc., donc représenter le système et son fonctionnement au niveau interne, il existe le langage de représentation des réseaux de Petri. Réseau de Petri, c'est un langage de modélisation du système d'exploitation pour représenter un petit peu le fonctionnement interne d'un système en termes de blocage de ressources, allocation de ressources, etc. Que ce soit CPU, mémoire, etc. Donc, il existe d'autres langages de modélisation dans d'autres domaines. Mais ici, on se limite au langage de modélisation dans le contexte de génie logiciel. Donc, représentation graphique mathématique. Voilà. Donc, ici, les types de langages, deux grandes catégories, les langages formels et les langages semi-formels. Semi-formels, ça veut dire qu'ils sont formels à moitié. Donc, il y a un côté formel, il y a un côté qui n'est pas formel. Parmi les langages formels, par exemple, on trouve le langage Z, le langage B, VDF, donc Vienna Development Method, Lotus, CSP, etc. Donc, dans ces différents langages que vous voyez ici, nous avons... Madame, Oui. pardon, madame, n'oubliez pas votre batterie, madame. Oh my God, oui. Ah, attendez, je vais charger. Ah, un petit moment, je coupe le son et je reviens. D'accord? Je reviens pour charger le. صح pour مروان changer. ربي يحفظك. Voilà. Merci pour l'information. سلكت انا. مدام madame, reprise le mic. هذا الصون ميتاتنا ياك. أنا سمعوان ومدام. الو الو. ما كنتها مدام، ما كنتها. هي ما يسمع فيك داك الشيء دخلت في l'enregistrement. كنعاودو نشوفو l'enregistrement سي بون. ايه صافي بليزي. دير ديديكاس ديما وبابا.
Me revoilà. Donc, merci pour Et l'information. madame, oui. On vous a perdu un peu, madame. Vous avez quoi? On vous a perdu le son, madame. On n'entendait rien. Vous n'entendez rien? Attendez. Attendez, C'est bon, madame, c'est revenu. Madame, oui. madame, quand vous voulez couper le mic, madame, c'est pas par هذاك le buff هذاك. Ah bon? Oui, madame. Attendez. Moi, je fais comme ça, écouteur, et je fais OK, ça revient. Non, madame. من Webex, madame. Mais Coupez le mic Webex, من qu'est-ce que Webex. je... Ah, je coupe d'ici. Mute. Ah, ça. Ah, ça y est, OK. Dorénavant, je vais... madame, à chaque fois نقولوا لك كي تكوبي الصوت ما تسمعيناش دونك ما نقدروش نقولوا. Donc, Après, je on dois oublie. couper d'ici. D'accord. OK. لا مدام علمتنا حاجة أخويا. Comment? ما نمكش على بالي مدام. نقدر يعرفها. Si, elle avait les mutes, mais je me disais que couper d'ici ou bien couper de là, c'est la même chose. Finalement, non, il faut y couper de Webex. Oui, voilà. C'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est là que le son du système continue à fonctionner, sauf qu'il ne sort pas dans Webex, tout simplement. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais pour éviter s'il y a un petit peu peur au niveau du système. Donc, ici, je vous ai dit, les langages formels, ceux-là, ils sont basés sur une description ou bien une expression mathématique. Alors, qui dit mathématique, ça veut dire qu'on a prouvé formellement que c'est correct. Donc, c'est une preuve formelle sur le modèle à représenter. Donc, par exemple, si je prends cette représentation, ça, c'est une représentation mathématique, l'identité d'Euler. Je peux très bien prouver mathématiquement que cette équation, elle est correcte. Et je saurais la justifier mathématiquement. Ça veut dire, si j'utilise un langage mathématique, ça veut dire que j'établis mon modèle basé sur des concepts mathématiques qu'il est possible de vérifier et pour voir est-ce que c'est correct ou pas. Voilà. Donc, c'est une représentation très rigoureuse, donc en béton armé. Donc, si vous faites modéliser, vous représentez un modèle en utilisant une description mathématique basée sur un langage formel, vous êtes sûr et certain que le modèle que vous représentez est parfaitement prouvable, qu'on peut très bien prouver qu'il est correct en termes de représentation. Comme on peut trouver une autre catégorie de modèles, ce qu'on appelle les langages semi-formels. Exemple de langage semi-formel dont on a entendu déjà parler ou bien connu, Muriz et UML. Donc, c'est dans Muriz et UML, on utilise une représentation graphique, mais cette représentation graphique, elle est basée sur une certaine logique mathématique. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit semi-formel, parce qu'il y a le côté graphique et il y a le côté logique. Donc, ce qu'on doit représenter graphiquement, on ne le fait pas de n'importe comment. Il y a des règles pour appliquer cette représentation graphique. Donc, essayons de décrire maintenant ce côté, le langage semi-formel, parce que dans ce langage semi-formel, il existe notre fameux UML qu'on veut décrire en détail. Donc, parmi les langages semi-formels, on distingue les approches fonctionnelles et les approches objets. Au départ, il a existé les langages semi-formels basés sur les approches fonctionnelles. C'est-à-dire, on se base surtout sur le côté traitement, le côté fonction. C'est pour cette raison qu'on dit approche fonctionnelle. Comment ça fonctionne, d'accord? On se base surtout sur les opérations, les traitements, le côté fonction. Donc, parmi ces langages, on distingue bien le fameux langage Muriz. C'est un langage de modélisation.
C'est un langage de modélisation, hein, pour votre information, créé par la France. Donc, c'est un langage français, purement français. Donc, c'est un langage qui a été conçu euh, par une commission ministérielle. Donc, c'est l'État qui a voulu faire dans le pays, ou bien instaurer dans le pays, une méthode unifiée pour tous les développeurs informaticiens en vue de modéliser un système informatique. Donc, ils se sont réunis. Donc, il y a une commission ministérielle. Dans cette commission a adhéré si vous voulez, les spécialistes universitaires, donc les enseignants, etc., les développeurs des entreprises, etc., en vue de réfléchir sur une méthode ou bien une approche du comment on doit instaurer une approche pour que cette approche soit utilisée par l'ensemble des développeurs de logiciels dans tout le pays. D'accord? Et quand cette méthode elle a été réfléchie, donc la commission, si vous voulez, elle a été départagée en deux parties. Donc la première partie, ou bien le premier en deux groupes, le premier groupe, on lui a dit, tu t'occupes de tout ce qui est données, donc comment modéliser les données, comment les représenter, comment faire le flux de données, par exemple, etc. Tu t'occupes simplement des données. Et le deuxième groupe de la commission, on lui a dit, écoute, toi, tu t'occupes juste des traitements. Comment faire les différents traitements. Et par la suite, le premier groupe qui s'est basé sur les données, le deuxième groupe qui s'est basé sur le traitement, ils se sont réunis pour mettre en place le modèle complet, mais qui soit cohérent. Parce que vous voyez bien, s'ils ont travaillé de façon séparée, et il se peut qu'il y ait des incohérences. Donc, le côté donné a été révisé d'une certaine manière, mais qui ne correspond pas au traitement. Donc, il fallait faire une étape de validation. C'est la raison pour laquelle vous trouvez dans Meurice l'étape de validation. L'étape de validation, c'est pour que ce qui a été fait dans les données soit conforme avec ce qui va se faire dans les traitements, et on valide tous les concepts, tous les données, etc., en vue d'aboutir au résultat final, qui est l'approche finale de Meurice. Voilà, donc, cette méthode fonctionnelle, elle donne de l'importance au traitement surtout. Donc, les données, ça existe, mais la plus grande importance est rendue en termes de modélisation, elle est rendue au traitement. Et je vous ai dit, il y a séparation entre les données et les traitements, parce que deux groupes ont été mis en place, chacun travaillait sur un aspect particulier. Le premier sur les données, le deuxième sur les traitements. Voilà. Et puis là, il y a une deuxième approche, parce qu'après, il y a eu la création des langages. Madame, Oui. pardon, madame, donc pour la méthode, l'approche Meurice, ils ont séparé les données et les traitements, donc c'est pour ça qu'on a le MCD, tout ça, le MCT. Voilà, regarde, tu as le MCD, donc modèle conceptuel de données. Et puis, de l'autre côté, tu as le modèle conceptuel de traitement. Tu sais très bien que, par exemple, si un groupe a réfléchi sur le MCT, donc ça veut dire qu'il a pris en charge certaines données indépendamment de ce qui a été validé au niveau MCD. Donc, c'est la raison pour laquelle, par la suite, il faut confronter les deux modèles pour faire l'étape de validation. Ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut rajouter pour aboutir au modèle final. Le modèle relationnel, si tu veux, qui est l'étape avant la traduction de ce modèle dans la base de données. Est-ce que tu m'as compris? Oui, madame. Voilà, donc justement, dans l'approche Meurice, il y a cette étape impérative de validation, ce qu'on appelle validation. MCD, etc., MCD, etc., toutes les étapes. Il y a l'étape de validation. C'est pour valider les choix qui ont été faits par les deux groupes, le côté données, le côté traitement, pour que ça soit conforme. Je ne vais pas établir un traitement sur une donnée qui n'existe pas, par exemple. Ou bien une donnée que je vais appeler X et dans le traitement, je l'ai appelée Y. Il faut valider ces deux informations. Il faut faire un seul choix, c'est X, par exemple. Donc, l'étape de validation, c'est pour confronter
le travail de ceux qui ont fait les modélisations sur les données, le travail de ceux qui ont fait les modélisations sur les traitements, et faire valider les deux travaux en vue de faire ressortir un seul modèle. Un modèle jusqu'au modèle opérationnel de traitement, donc MOPT. Voilà. Donc maintenant, il y a l'approche approche objet. Parce que approche objet, par la suite, quand les langages de programmation ont évolué, donc il y a eu l'apparence justement d'un nouveau concept dans la programmation qui est la programmation orientée objet. Ça veut dire ici, maintenant, je ne trouve pas le traitement directement. Je trouve le traitement, c'est vrai, mais encapsulé, si vous voulez, ou bien enveloppé à l'intérieur d'un nouveau concept que j'appelle l'objet. Finalement, l'objet, à l'intérieur de cet objet, il y a les traitements. Mais en plus, à l'intérieur de l'objet, il n'y a pas simplement les traitements, il y a aussi les données. Dans l'objet, je trouve les données et les traitements, ce qu'on appelle les attributs, les différentes fonctionnalités des traitements. Donc maintenant, on s'est dit, on va faire un langage de modélisation orienté objet, c'est basé sur l'approche objet. D'où l'apparition du UML. Donc UML, et il a fait son apparition depuis 80 jusqu'à 90 pour sa première génération. Et puis là, on donne l'importance, c'est pas au traitement, mais plutôt à l'objet. Donc on regarde l'objet dans sa globalité. Et l'objet, à l'intérieur de cet objet, il y a le côté donné, le côté traitement. Donc, on donne l'importance à l'objet, on modélise l'objet, pas le traitement simplement. Donc, voici un petit historique de l'évolution du ML. En fait, depuis les 90... Madame, Oui, s'il vous plaît, dans quelle phase de la création de logiciels qu'on peut construire le MCT, l'UML? dans quelle phase, dans quelle étape du cycle de vie, des phases de cycle de vie, on introduit la modélisation UML Et le MCT. et le MCD, ici. Parlons d'abord du UML. Parlons d'abord UML, je reviens vers MCD, etc. En fait, l'approche de modélisation en suivant le cycle de vie préconisé par le génie logiciel. N'oubliez pas le cycle de vie. Je ne sais pas si j'ai ici les autres cours. Attendez. Non, encapsulation, correspondance. Non. Le cycle de vie, peut-être qu'il faut que je l'ouvre ici. Cours numéro 2, modèle de cycle de vie. Voilà, modèle de cycle de vie. Voilà, celui-là. Peut-être dans les modèles, je verrai mieux les différents cycles de vie. Donc, je verrai mieux voilà, modèle de cycle de vie. Exemple. Prenons par exemple le cycle de vie en cascade. Donc, vous voyez les différentes phases. Donc, faisabilité, cahier de charge. Donc, faisabilité, cahier de charge. N'oubliez pas ici, cahier de charge. Ce n'est pas le cahier de charge. Ce n'est pas simplement au niveau de la faisabilité, mais il va s'étendre jusqu'à la partie spécification. Parce que, pourquoi? Parce que le cahier de charge ici, on décrit, on définit les besoins. C'est la définition des besoins. Ça veut dire qu'on va les décrire de façon textuelle, avec un langage naturel. Et ici, dans la partie spécification, on va spécifier les besoins. Ça veut dire qu'on va les représenter sous forme UML. Donc ici, en termes UML, les diagrammes qu'on va décrire, ils vont intervenir dans la partie spécification. Alors, dans la phase spécification, qu'est-ce qu'on va représenter comme UML, comme diagramme?
on va représenter le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme d'activité, les diagrammes de séquence, le diagramme de classe. Donc, principalement, ces 4 diagrammes, pour l'instant. Vous allez voir, lorsque vous serez en L3, qu'il y a d'autres diagrammes qu'on peut représenter aussi. Par exemple, le diagramme d'état de transition, etc. Donc, les principaux diagrammes qu'on va représenter, ils vont intervenir dans la phase spécification du cycle de vie d'un logiciel. N'oubliez pas aussi, au niveau représentation aussi UML, elle va intervenir aussi dans la conception architecturale. Parce que ici, dans la conception architecturale, je vais faire intervenir d'autres types de diagrammes. Par exemple, le diagramme de package ou bien le diagramme de composant. Ce sont des diagrammes qui me permettent de représenter mon logiciel sous forme de composants ou bien de grandes parties. Par exemple, que je vais mettre à l'intérieur des répertoires, donc des packages, et ces répertoires vont interagir d'une certaine façon. Donc, je vais mettre des liens entre ces répertoires. Donc, si l'un appelle l'autre, etc. Voilà. Et cette façon de représenter, ça me permet de faire ressortir ma conception architecturale de mon futur logiciel. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, d'accord. Merci. Voilà, donc pour nous, les diagrammes, ils vont intervenir ici, ils vont intervenir là. Bien sûr, pour les autres étapes, il y a d'autres, si vous voulez, d'autres aspects du génie logiciel qu'on fait intervenir. Par exemple, ici, pour la programmation, si je vois ici, on ne voit pas réellement l'intérêt, mais par exemple, si je prends le cycle de vie en V, quand je fais la programmation, je dois faire intervenir les tests unitaires pour valider ma programmation. Donc ici, ce sont d'autres, si vous voulez, modèles du GL qui ne sont pas UML, si vous voulez. Donc, c'est d'autres aspects du GL. Voilà, donc je reviens à mon cours. Voilà. Oui, je n'ai pas répondu à ta question concernant Meurice. Par contre, la démarche Meurice, parce qu'ici, quand je veux emprunter l'UML pour modéliser mon système, en fait, je vais emprunter cette voie. Je vais me dire, voilà, je vais utiliser, par exemple, pour représenter pour développer mon logiciel, par exemple, je vais le faire selon le cycle de vie en cascade. Donc, je réalise cette étape, donc je réalise cette étape, ensuite cette autre, etc., jusqu'à aboutir à la fin. Donc, je suis en train de suivre une certaine démarche selon ce cycle de vie. Ensuite, dans des phases particulières de ce cycle de vie, j'utilise UML pour présenter mes modèles. Mais si je ne veux pas utiliser UML et je veux utiliser carrément Meurice. En fait, Meurice, j'ai, si vous voulez, une démarche classique. Donc, j'ai mon système d'information qui décrit, si vous voulez, l'aspect de mon futur logiciel à développer. Qu'est-ce que je dois faire dans la partie étude de l'existant? Donc, il y a une première partie qu'on appelle étude de l'existant. Donc, ici, je vais essayer d'étudier tout, supposons que mon futur logiciel à développer, il n'existe pas du tout. Ça veut dire que les gens, ils sont en train de déployer leur système d'information de façon manuelle. Donc, ils utilisent des papiers pour faire circuler les données. La façon de les faire circuler, donc ça suit une certaine circulation, si vous voulez, une certaine démarche, etc. Dans la première partie de mon étude, je vais faire une étude qu'on appelle l'étude de l'existant. Dans l'étude de l'existant, qu'est-ce que je vais ramasser comme information? D'abord, je vais ramasser les données qui sont utilisées dans ce système d'information. Les données qui sont utilisées dans ce système d'information, ils sont où? Ils sont sur papier. Ça veut dire que je vais étudier les documents qu'ils utilisent pour faire ce système d'information. Et de ces documents-là, je vais faire sortir toutes les données. Ensuite, je vais construire mon dictionnaire de données. Toutes les données, elles sont là. Ensuite, je vais faire ressortir
qui exécute les différentes tâches pour manipuler ces données. Donc, je vais faire ressortir tous les acteurs. Si vous voulez, qui fait quoi? Je vais faire sortir tous les acteurs. Ensuite, je vais tracer mon flux d'informations. C'est-à-dire, dans ce système d'information, il existe un flux de circulation des données. Donc, ce flux de circulation des données, je vais le tracer sous forme d'un diagramme classique qu'on appelle le diagramme de circulation de flux, le flux qu'on appelle le flux d'information, carrément. Voilà. Donc, dans la première partie, voici ce que je dois principalement réaliser. La première partie, n'oubliez pas, c'est l'étude de l'existant. Ensuite aussi, je peux intégrer dans la première partie, si par exemple ils utilisent une certaine codification des données, etc. Donc, je vais faire ressortir la codification existante. Voilà. Donc, ensuite, la fin de cette première partie, je vais essayer de critiquer. J'ai remarqué que les documents ils sont mal conçus parce qu'il y a une information qui est répétée, une information qui est importante qui n'existe pas. Par exemple, une personne qui travaille par exemple sur un aspect du système d'information et puis il y a un autre aspect qui doit être pris par le système d'information, personne ne le réalise, etc. Je vais faire ressortir les défaillances de ce système d'information exécuté de façon manuelle. Le flux d'information me permet aussi de faire ressortir les anomalies, les redondances, etc. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la conception en suivant une démarche Meurice. Dans cette conception, eh bien, ils me disent il faut tracer le modèle conceptuel de données, le modèle conceptuel de traitement. J'oublie un peu toutes les. Ça, c'est le côté modélisation Meurice. Donc, tous les diagrammes Meurice qui sont préconisés. La validation, le MOPT, MOT, etc. Donc, toutes les démarches de modélisation de mon système. Alors là, je vais exécuter tous les étapes prescrites par Meurice. Voilà. Donc, ces étapes prescrites par Meurice, ils te disent, il faut faire, tu fais ton MCD, tu fais ton MCT, MOT, MOPT, etc. Tu fais la partie validation, etc. Voici, et tu aboutis à la fin vers un modèle qui te permet par la suite de le faire ressortir sous forme d'une base de données, etc. Les traitements, bien sûr, tu les appelles à l'intérieur du logiciel lorsque tu commences à programmer. Voilà, c'est la démarche, elle est un petit peu différente de l'orienté objet. Parce que dans l'orienté objet, et si je suis la description génie logiciel, j'ai un cycle de vie à suivre. Est-ce que tu m'as compris? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, madame. Voilà. Donc, Pardon? la démarche est un petit peu différente. Encore faut-il signaler aussi que Meurice, par la suite, il y a eu plusieurs versions de Meurice. Et quand les langages orientés objets ont vu le jour, il y a eu une réflexion dans le sens Meurice orienté objet. Là, adapter Meurice aux exigences de modélisation actuelle, qui est l'approche objet. Il y a plusieurs si vous voulez, version de Meurice. Donc, essayons de voir maintenant un petit historique concernant l'UM. Oui? Oui, madame. Pardon. Dans le cas le schéma, c'est quoi? On sait que est-ce que ma UML et le Muris, les deux nous permettent de faire des diagrammes pour représenter les informations dans le cahier de charge. C'est ça. Oui. Mais regarde. Pardon. Quelle est la différence entre fonctionnel et objet, les données l'information de cahier de charge? Fonctionnel. Donc, je n'ai pas compris ta question. Répète. C'est quoi des approches fonctionnelles et des approches objets? Oui. Les informations et les données. Je n'ai pas compris ta question. Dans les diagrammes UML. Quelles sont les données اللي نقدر نديرهم en UML? Est-ce qu'on fait le choix ou laquelle des données précis pour UML et précis pour Muris? Oui, j'ai compris. C'est maintenant. Non, regarde. Parce que UML,
il m'offre d'abord, UML, c'est un langage. UML, c'est comme un langage de programmation. Par exemple, le langage de programmation Java, il t'offre des outils pour programmer. Par exemple, il t'offre comment déclarer, comment utiliser int et double, comment créer énumération, comment appeler vector, etc. Ce sont des outils qui sont offerts par Java, parce que tu peux les utiliser pour créer tes propres programmes. UML, c'est la même chose. UML, il t'offre des outils qui te permettent pas de programmer, ce n'est pas programmer, c'est de permettre de modéliser. Le but, c'est pas la programmation, mais le but, c'est la modélisation. Donc, UML, c'est un langage. Meurice, ce n'est pas un langage. Meurice, c'est une démarche. C'est une méthodologie. La différence majeure, c'est que Meurice, c'est une démarche ou bien une méthodologie à suivre pour décrire mon futur système programmé, alors que UML, c'est un langage de modélisation. Carrément, c'est un langage. Donc, UML ne me donne pas la façon de faire les différents diagrammes. Enfin, il ne me donne pas la façon pour faire les différentes étapes pour aboutir au logiciel. Celui qui me donne la façon pour faire les différentes étapes pour aboutir au logiciel, c'est bien les modèles de cycle de vie. Parce que dans les modèles de cycle de vie, voici les étapes. Ils disent, voilà, il faut suivre toutes ces étapes, voilà, faisabilité, spécification, conception, etc., d'une certaine façon, d'un certain enchaînement particulier. Voici les étapes. Ces étapes-là, elles sont décrites par le modèle de cycle de vie. Maintenant, arrivé à une des étapes, par exemple spécification ou bien conception architecturale, UML m'offre des outils pour pouvoir les modéliser sous forme de diagramme. Or, dans Meurice, les étapes, elles sont décrites dans Meurice. Donc, finalement, Meurice, c'est une méthodologie directement. On n'a pas besoin. C'est-à-dire, Meurice me donne le cycle de vie, comment il faut développer. C'est directement elle-même le cycle de vie, en même temps les outils qu'il faut, les diagrammes MCD, etc. La différence. Maintenant, dans UML, lorsque je prends, par exemple, je choisis de modéliser en utilisant l'UML, qu'est-ce que je modélise dans la spécification? Eh bien, je modélise le côté traitement, je modélise, par exemple, parce que si j'utilise, par exemple, le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de cas d'utilisation me permet de recenser tous les traitements possibles qu'il est intéressant d'intégrer dans mon logiciel. Tous ces traitements, je vais les intégrer sous forme de use case. Bien sûr, j'aurai un diagramme très, très grand qui est composé de plusieurs use cases. Chaque use case constitue un traitement. Par exemple, le diagramme d'activité, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Si je prends un use case, je peux décrire son algorithme, ou bien le traitement qu'il fait, ou bien le programme qu'il va faire, sous forme d'un diagramme d'activité. Si je prends par exemple le diagramme de classe, alors le diagramme de classe, il me permet de représenter toutes les données du futur logiciel et les traitements que je vais faire sur ces données-là. Parce que n'oubliez pas, chaque classe, elle va représenter deux aspects. Le côté statique, qui sont les données, et le côté dynamique, qui sont les traitements. Si je prends le diagramme de séquence, le diagramme de séquence, il me permet de représenter aussi les traitements, mais il y a, en plus de ça, par rapport au diagramme d'activité, en plus du diagramme d'activité, il me permet de représenter aussi le côté temporel de ces traitements-là. Donc, combien ça va durer, le côté temporel et le côté qui va exécuter quoi. Donc, qui va exécuter quoi? Donc, ce traitement va être exécuté par l'acteur 1, ce deuxième, c'est par l'acteur 2. Donc, je peux faire ressortir qui exécute quoi et dans quel séquencement temporel, à travers le temps. Si je prends, par exemple, le diagramme d'état transition,
Ici, ça me permet de faire représenter mon système à un instant T, il était dans quel état en termes d'objets qui le composent, il était dans quel état à une étape T plus 1, il sera dans quel état et je vais voir quelles sont les transitions à faire. Donc, il y a plusieurs aspects que je peux représenter à travers les diagrammes. Et si je prends par exemple le diagramme de composants, il me permet chaque composant il peut englober plusieurs classes, si vous voulez, plusieurs classes, elles sont intégrées dans un même composant, et chaque composant, c'est si vous voulez, c'est une partie particulière de tout mon système. Donc, il compose une partie du système, et ainsi de suite. Donc, plusieurs aspects peuvent être modélisés à travers UML, côté statique, côté dynamique. Parce que n'oubliez pas, l'approche objet, elle encapsule ces deux concepts. Le côté statique, c'est les données. Le côté dynamique, c'est le traitement. Il y a certains diagrammes qui sont plus orientés vers le côté traitement. Il y a d'autres qui englobent le côté traitement et données, d'autres qui englobent d'autres aspects en termes de forme fonctionnelle, donc le fonctionnement. D'autres, ils sont orientés côté statique, l'autre côté dynamique, et d'autres, ils sont orientés côté fonctionnel. Comment que ça fonctionne? Je ne sais pas si tu m'as compris. Oui, madame, c'est assez clair. Merci. Voilà, donc n'oubliez pas, UML, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une démarche. Muriz, c'est une méthodologie. Manhajiyya en arabe. Donc, c'est une méthodologie. C'est-à-dire que là, vous voulez développer votre logiciel, suivez cette méthodologie pour le faire. Et décrite par Muriz. Par contre, UML, c'est un langage. Il montre des outils de modélisation. Quels sont ces outils? Ce sont les différents diagrammes. Donc, voyons un petit peu l'historique du UML. Donc, comme je vous ai dit, dès le début des 90, il y a eu apparition de plusieurs méthodes de modélisation pour une même finalité, c'est-à-dire pour représenter les mêmes concepts. Par exemple, si je prends en 91, il y a eu un langage de modélisation ODE, qu'on appelle ODE, de Grady Bush, l'OMT, donc de James Runbo, etc. Donc il y a OAA, OOD, etc. de Code and Urban en 92. Donc vous voyez bien, au fil des années, donc au fil des années, donc vous voyez bien, déjà dans la même année, trois langages de modélisation ont été réfléchis dans une même finalité pour représenter les mêmes concepts. Une année après, il y a eu d'autres modèles, donc deux autres langages, et ainsi de suite. Ensuite, on s'est dit, puisque c'est pour présenter les mêmes concepts, pourquoi faire autant de langages? Parce que chaque langage, il a sa spécificité et ses règles d'utilisation qui peuvent être différentes des autres langages. Alors, on s'est dit, pourquoi tout ça si on veut représenter les mêmes choses? Donc, tout de suite, c'est de sentir le besoin d'unifier. Donc, de faire une unification de tout ça, parce que chacun se dit, voilà, donc mon langage, il est meilleur que l'autre, mais enfin, quand on représente, c'est le même concept. On se dit, pourquoi être aussi protagoniste, être aussi différent l'un de l'autre? Donc, il y a lieu plutôt d'unifier au lieu de se séparer. D'où la naissance du UML. UML, justement, dans un acronyme, vous voyez le U, c'est pour dire Unified Modeling Language, langage de modélisation unifié. Donc, apparition en 97, proposée par Rachel Rose. À la fin de 97, donc l'OMG, donc le consortium, donc l'OMG, c'est l'organisation internationale qui permet de faire de standardiser, si vous voulez, les langages. Parmi eux, les langages UML, donc le consortium OMG. Donc, ce consortium en 1997 a accepté UML 1.1 comme un standard de modélisation objet. Regardez ici le mot objet. Donc, basé sur des approches objet, l'approche objet. Depuis 97, il y a plusieurs évolutions. Donc, depuis 97, le 1.1. Ensuite, on a vu la naissance de 1.2 en 98, 1.3 à la fin de 98, 2001, 1.4, etc. Oui.
Madame, on peut modéliser des bases de données en objets avec UML. On peut modéliser une base de données en objet avec UML. Comment? Je n'ai pas compris ta question. Comment? Donne-moi En plus de utilisant détails. UML, Hein? en utilisant UML, on pourra modéliser une base de données en utilisant le paradigme objet au lieu du rationnel. Au lieu de relationnel. Oui, Enfin, c'est-à-dire que la modélisation objet d'une base de données, il existe des langages laboratoires, c'est-à-dire que là, ce n'est pas une utilisation commerciale à l'échelle internationale. Il existe des tentatives de création d'une base de données objet, en utilisant par exemple un langage objet. Mais pour l'instant, une base de données objet à l'échelle d'utilisation, si vous pas. Parce que, regarde, dans une base de données relationnelle, la seule relation qui peut relier deux entités, donc deux tables, puisqu'on parle de base de données, donc nos entités, c'est les tables. Donc, la seule relation qui peut le relier, c'est la relation d'association. Or, dans la modélisation objet, il n'existe pas simplement la relation d'association. Il existe la relation d'association, d'héritage, donc de composition, d'agrégation, et j'en passe. Donc, il y a plusieurs, si vous voulez, types de relations. Alors, ces différents types de relations, elles sont parfaitement modélisables en utilisant UML, mais comment les traduire en base de données? Donc, pour l'instant, je ne connais pas une base de données orientée objet à l'échelle commerciale. Au niveau laboratoire de recherche, ça existe. Mais à l'échelle de commercialisation, je ne trouve pas. D'où la nécessité, lorsque vous faites votre modèle orienté objet, pour pouvoir faire ressortir le modèle de base de données relationnelle, vous devez appliquer ce qu'on appelle les règles de passage pour traduire tout ce qui est objet vers le côté relationnel. Donc, je ne sais pas si je peux vous trouver... bon, je vais faire ici nouveau. Je vais faire nouveau. Comme ça, vous allez voir quelque chose que je dois vous montrer. Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si je peux le trouver directement. En proposition, en cours. Bon. Bon. Est-ce qu'il y a ici, on voit. Attends. Correspond. Ah, voilà. Donc, ici, diagramme. Ah, voilà. Je voulais vous montrer ça. Regardez ce document. Donc, je veux passer du diagramme de classe que je vais utiliser avec UML vers un schéma relationnel. Le schéma relationnel, c'est celui qui décrit la base de données. C'est notre fameux, comment on appelle ça? Le modèle objet de, comment on appelle ça en Meurize? OMT, MOT. Je crois que c'est le MOT. C'est le modèle objet de traitement. Je crois que c'est ça. C'est le schéma de notre base de données. Le schéma de notre base de données. Et le schéma de la base de données, il est basé sur une seule relation qui est, il est sur l'association. Alors que le diagramme de classe, pour faire ressortir la base de données, il n'est pas basé simplement sur l'association. Il est basé sur plusieurs autres relations telles que l'agrégation, la composition, l'héritage et ainsi de suite. Donc, il y a application des règles de passage. Exemple. Par exemple, j'ai une classe, donc il y a le côté statique, elle a deux attributs. Immatriculation type avion. Ça, c'est au niveau UML. Au niveau relationnel, au niveau base de données, donc je vais traduire de la façon suivante. Avion, ça sera ma table. Immatriculation, ça sera ma clé primaire. Type avion, ça sera une deuxième information de la table.
Par exemple, compagnie. Compagnie, la même chose. Numéro compagnie et non compagnie. Donc, numéro compagnie. Compagnie, ce sera la table. Numéro compagnie, clé primaire. Et non compagnie, ce sera une autre information. Donc, par exemple, ici, transformation des associations. Essayons de voir. Supposons ici, j'ai avion et la relation entre avion et compagnie. Par exemple, je me dis, la compagnie peut posséder 0 ou plusieurs avions, et un avion, il est possédé ou bien il appartient à une compagnie, à une seule. Ça, c'est le modèle, le diagramme de classe. Ça, c'est le modèle UML. Celui-là, c'est UML. Alors, comment il faut traduire pour faire ressortir le schéma de la base de données? Donc, déjà, chaque classe lui correspond une table. Donc, ici, j'ai la table avion. On a vu les deux différentes informations, immatriculation type avion, immatriculation primaire type avion. Ensuite, ici, j'ai la compagnie, numéro compagnie, non compagnie, la même chose. Et ensuite, ici, pour faire ressortir cette relation, il faut utiliser numéro compagnie comme étant une clé étrangère dans la table avion. Et c'est comme ça que vous allez comprendre, en termes de base de données, qu'un avion, il appartient à une compagnie, à une seule. Bien sûr, une compagnie peut avoir plusieurs avions. Parce que plusieurs avions 1, il a un numéro compagnie 1, avion 2, il a un numéro compagnie 2, 1 plutôt, avion 3, il a un numéro compagnie 1. Vous voyez que la numéro compagnie 1, elle a plusieurs avions. Donc, c'est comme ça que vous traduisez le plusieurs. Donc, vous voyez, il y a une description qui vous dit, pour passer de ce modèle UML vers le modèle relationnel, il y a des règles de passage. Ces règles de passage vous imposent une certaine transformation en vue de retrouver votre schéma relationnel de la base de données. Pourquoi les règles de passage existent? C'est parce que la base de données, elle est basée sur un schéma relationnel. Donc, le seul type de relation qui peut relier la table, c'est l'association. Or, que le schéma UML, il est basé sur d'autres types de relations en plus de l'association. Oui. Madame, s'il vous plaît, c'était un peu rapide. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? Juste la dernière minute de avion, madame. Regarde, parce que si la base de madame. données, oui. Avant ça, c'est la même chose comme le MCD. Représentation des relations, c'est Oui, ouais, c'est la même chose que le MCD, mais il y a des différences. Le MCD, c'est des associations simplement. Parce qu'ici, tu as vu que l'association. Mais regarde, supposons que tu as ça. Ce n'est pas l'association. Attends, je vais te montrer autre chose. Bon, supposons que tu as l'héritage. Par exemple, tu as, par exemple, une classe PNT, je ne sais pas, est-ce que ça... Voilà, qui hérite de la classe personne, PNC qui hérite de la classe personne. Donc, en termes relationnels, donc il est sûr et certain qu'il doivent exister 3 tables. Mais comment traduire cette relation? Cette relation, c'est l'héritage. Ce n'est pas comme le MCD. Le MCD, la seule relation, c'est l'association. Donc, vous translatez directement vers le relationnel, le modèle relationnel, parce que dans le modèle relationnel, c'est aussi simplement l'association. Alors que dans UMS, ce n'est pas simplement la relation d'association, c'est aussi l'héritage, la composition, l'agrégation. Par exemple, ici, c'est l'héritage. Essayons de voir. Par exemple, ici, regardez. C'est la composition. J'ai un modèle UML de relation de composition. Comment je vais traduire en modèle relationnel? Par exemple, j'ai composant, composite. Donc, un composant, il est composé de plusieurs composites. Par exemple, ici, donc le composite C et D. Le composant, je dois mettre le A
et le B, et je dois mentionner une certaine information qui est en commun. Est-ce que c'est un A, c'est un C? Il faut que... Oui, et je dois faire ressortir une information qui est commune quelque part. Donc A et C. Voilà. Donc, vous voyez, donc, pour le composant, tu as le A et le C. Donc, tu as cette information. Et le C, le A, c'est la clé, si tu veux, primaire, parce que c'est composant. Et ici, le C, il va se joindre à A. Il va se joindre à A. Ça, c'est une clé étrangère, parce que ça vient de composite, cette information. En même temps, lorsque tu la mets avec A, elle va jouer aussi le rôle de clé primaire. Et c'est comme ça que tu traduis cette relation de composition. Ça veut dire ici, le C, ça sera une clé étrangère là. En même temps, le A et le C, il va jouer une clé primaire pour le composant. Chose que tu ne trouves pas dans MCD. MCD, tu as des associations, tu les traduis, modèle relationnel, c'est bon. Je ne sais pas si tu m'as compris. Madame, Oui, je reviens. mais Je ici reviens. le composant pourra avoir plusieurs composites là. Ça dépend. Par exemple, comme je vous ai montré, ça dépend de la description. Attends, je vous ai Non, montré. il y en a qu'un de 0 jusqu'à 1. Non, ça dépend. Je vous ai montré déjà dans le TP ce modèle. Regardez. Il n'y a qu'un exemple où l'IA, ce n'est pas toujours plusieurs composites. Un ou plusieurs composites. Ce n'est pas automatiquement plusieurs. Attends, il y a, je prends un exemple. Voilà, celui-là. Par exemple, ici, c'est la relation de composition. Et tu vois bien que ce n'est pas plusieurs composites. Ça, c'est le composant. Ça, c'est le composite. Ah, c'est quand on a décidé, si on supprime la voiture, on doit forcément supprimer le moteur, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que en termes de programmation, comment on va programmer ça? Donc, en termes de programmation, avec la classe, on va programmer une classe qui va contenir l'attribut modèle. Et à l'intérieur de la classe, on va créer une autre classe, moteur. Donc, la classe moteur, c'est une classe interne à la classe voiture. Ça veut dire que j'aurai deux classes imbriquées. Et dans ce cas-là, si je supprime la première classe qui est voiture, automatiquement, celle de moteur n'est plus accessible. Elle devra être supprimée. Ou bien de façon intentionnelle, par moi-même en tant que programmeur, ou bien c'est une référence à une classe qui n'est plus accessible, c'est le garbage collection qui va la ramasser à un certain moment. Quand il va analyser un peu les références qui sont plus, si tu veux, exploitables pendant un certain temps. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Madame, merci. Madame, s'il vous plaît, on a passé là, c'est le temps consacré à la Allez, séance. oui, attends, Allez, oui, voilà. Allez, oui. Ah, Donc, je ça a rajoute l'air. simplement 5 minutes. Je rajoute simplement Machine 5 minutes. Mouchkema. Voilà, pour revenir à la question de votre camarade, parce qu'il m'a posé quelque chose ici. C'est pas Anna ou Akhel, madame? Comment? C'est moi, Akhel, qui vous a Ah oui, c'était posé la celle-là. question. Voilà, tu m'as posé la question sur celle-là. Voilà, tu Je m'as dit, pense, il faut oui. un petit peu répéter. Bon, regarde, tu as, par exemple, ici, Oui. ça c'est le modèle UML. Tu es bien d'accord avec moi? Ça c'est le modèle UML, celui-là. Ça c'est UML. Donc, dans UML, j'ai deux classes qui sont en relation d'association. Mais regarde cette association. C'est une relation qui dit qu'un avion appartient à une seule compagnie et une compagnie peut posséder 0 à plusieurs avions. Maintenant, comment il faut traduire en termes relationnels? Relationnel, maintenant, c'est le schéma de la base de données. Donc, chaque classe, c'est une table. Donc, chaque classe, elle devient une table. Donc, j'ai la table avion, la table compagnie. Dans la classe avion, j'aurai les deux attributs, immatriculation type avion, voilà, les deux attributs qui sont là, avec l'immatriculation qui va jouer le rôle de clé primaire. Dans la classe compagnie, la même chose, j'aurai numéro compagnie, nom de la compagnie. Donc, le numéro de compagnie qui va jouer le rôle de clé primaire. Maintenant,
comment faire ressortir cette relation? Je sais que un avion appartient à une seule compagnie. Ça veut dire dans l'avion, je dois mettre le numéro de la compagnie à laquelle cet avion appartient. Et le numéro de la compagnie, ça sera une information commune entre ça et ça. Simplement ici, le numéro de compagnie, il va jouer le rôle de clé étrangère. Et ici, il va jouer le rôle de clé primaire. Le fait de modéliser comme ça, notre schéma relationnel, ça veut dire j'aurais traduit cette relation en termes relationnels. J'aurais mis les deux tables en relation. Donc, voici. Madame, tu mets les règles de passage. Comment? On utilise les règles de passage, non? Ça, c'est des règles de passage. D'ailleurs, c'est décrit ici. C'est les règles de passage. Donc, nous donnons ici 4 règles de passage pour traduire le schéma conceptuel humain vers un schéma relationnel équivalent. Pourquoi on doit appliquer ces règles de passage? Parce que le schéma conceptuel UML, il est basé sur l'approche objet, alors que le schéma relationnel, il est basé sur l'approche relationnelle, où la seule relation qui peut relier les tables, c'est l'association. Alors que dans l'approche objet, il y a l'association, l'agrégation, l'héritage, la composition, et ainsi de suite. Voilà, donc je termine le cours 5-5, même pas 2 minutes, parce qu'il reste Merci, madame. un seul diagramme. Donc voici, il y a plusieurs évolutions de l'UML avec différentes versions, jusqu'à l'aboutissement depuis 2017 à la version 2.5.1. Maintenant, je ne sais pas depuis 2017, est-ce qu'il y a eu plus? Je n'ai pas cherché pour ne rien vous cacher, mais j'imagine que depuis 2017, il y a eu des dernières versions de l'UML. Qu'est-ce que ça permet de modéliser UML? Ça permet de modéliser 3 axes de modélisation, si vous voulez. Le côté, ce que fait le système, c'est ce qu'on appelle fonctionnel, le côté fonctionnel. Le côté statique, les choses qui sont figées, telles que les données, tout ça. Et le côté dynamique, c'est les côtés qui bougent, les traitements. Le côté statique, ce que le système est, donc les différentes données, et ce que le système fait. Donc, ce que le système, comment le système plutôt évolue, donc les différents traitements qu'il réalise. Les diagrammes qui permettent de modéliser le côté fonctionnel. Nous avons le cas d'utilisation, diagramme de séquence, diagramme d'activité. Le côté statique, nous avons diagramme de classe, diagramme d'objet, diagramme de composants, déploiement, package, structure composite et profil. Ce que le système, comment le système évolue, est à transition, séquence, activité. Vous voyez bien ici, séquence, activité, ils apparaissent dans le côté fonctionnel et le côté dynamique. Communication, interaction. Donc ici, vous voyez ici, si vous cherchez UML dans le Google, ils vous disent 13 si vous voulez, diagrammes du UML. Mais en fait, il existe plus que ça. Donc, il existe 14, je crois, 14, 2, 1, 6, 7. Et il existe 14 diagrammes parce qu'à chaque fois, ils oublient, je crois, le diagramme de profil ou bien le diagramme de temps. Je crois que le diagramme de profil, à chaque fois qu'ils oublient de le mentionner. Revenons à la chose la plus importante, ce qu'on va faire, nous, dans notre GL, comme diagramme. C'est la dernière diapo. Hein. On va faire en premier le diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, on fera le diagramme d'activité. Par la suite, on verra le diagramme de classe, qui est le plus important des diagrammes à voir, et légèrement le diagramme d'objet qui est très facile, très simple, et enfin le diagramme de séquence. Je voulais ajouter cette année, si on a un peu de temps, de rajouter ne serait-ce qu'une introduction au diagramme d'état-transition. Je ne sais pas si je peux le faire, mais si je peux le faire, je le ferai pour vous. Voilà, donc voici le diagramme qu'on va faire à travers justement cette première partie de GL. Donc, et sur ce, je termine ce cours. Donc, s'il y a des questions avant de clôturer la séance, donc je suis à votre écoute. Madame, Oui. madame, si vous pouvez nous envoyer le PDF, madame. Je vous envoie. À chaque fois, je vous dis, je vous envoie. J'ai envie de profiter du moment où je vous enseigne pour vous envoyer. Parce que quand je passe l'heure, il y a beaucoup de choses qui m'attendent ailleurs. Et puis là, je ne sais pas.
Oui, donc je vous envoie, ne vous en faites pas, je vous envoie Madame, le cours avec le TP, avec tout ce que je vous ai promis. Oui. Parfait. s'il vous plaît, répétez rapidement qu'est-ce qu'on va faire comme diagramme. Ce qu'on va faire comme diagramme, premièrement, le diagramme de cas d'utilisation, c'est le tout premier. Attendez, voilà le diagramme. Voilà. Le tout premier, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Ensuite, on va voir le diagramme d'activité. En troisième lieu, le diagramme de classe, c'est le diagramme le plus important à maîtriser. En quatrième lieu, c'est le diagramme d'objet. Donc, c'est un diagramme très léger, très simple. Dans même pas une séance, on pourra le terminer, même pas. Peut-être à la fin de la séance du diagramme de classe, on pourra introduire le diagramme d'objet. C'est quelque chose de très simple. Ensuite, on verra le diagramme de séquence. Et si le temps me permet, je peux introduire aussi le diagramme d'état-transition. Donc ici, parmi les diagrammes de comportement, on verra cas d'utilisation, activité, séquence, probablement état-transition. Parmi les diagrammes de structure, ou bien statique, classe et objet. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci, madame. Madame, à quelle heure commence le TD? On prend une pause ou quoi? On prend une petite pause, 10 minutes à 15 minutes et on revient. 15 minutes, madame, s'il vous plaît. Comment? S'il vous plaît, 15 minutes. Dans le TD. 15 minutes. 15 minutes. Ok, madame. Oui, mademoiselle? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Donc, il y a dans le chat. Voilà, donc je vais clôturer le cours. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, comme ça je pourrai vous l'envoyer après. Donc, 1 minute maintenant. Voilà, donc je vais stopper l'enregistrement et rendez-vous dans 15 minutes pour le TD. Le TD qui sera très simple. Voilà. Voilà. À tout à l'heure.